Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite par notre première séance de la journée qui s'intitule Le pouvoir de la génétique, ce que cela signifie pour vous et votre famille. Comme vous l'aurez compris, je serai votre animatrice pour la séance. Alors, encore une fois, un petit rappel que tout au long du panel, vous pouvez taper vos questions dans le chat à droite de votre écran. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 invités très spéciales. Alors, commençons par Catherine Hudon, conseillère en génétique, Ève Gendron, prévivante et porteuse du gène BRCA, Nathalie Dupont et Hélène Dupont, sœurs de sang et sœurs turquoise. Elles se présenteront chacune leur tour un peu plus tard. Alors, l'objectif de cette séance est de souligner l'impact de connaître votre génétique. Vous verrez que les tests génétiques peuvent offrir des options de traitement supplémentaires et des possibilités de prévention du cancer. Les conseillers en génétique jouent un rôle clé dans ce cheminement. Avant de faire connaissance avec les autres femmes du panel, j'aimerais demander à Catherine Hudon, qui est conseillère en génétique de l'Hôpital général juif, de préparer le terrain un peu et nous donner quelques explications. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'une consultation génétique? Pourquoi est-ce que c'est important et quel type d'informations que ce test peut nous donner? Bonjour. Alors, les conseillers en génétique, on est des professionnels de la santé et on rencontre des patients ou des familles qui ont un plus haut probabilité d'avoir un changement génétique. Et on a beaucoup de sous-spécialités. Moi, je travaille dans l'oncogénétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des changements génétiques qui pourraient donner un plus haut risque pour certains types de cancers. Alors, je rencontre des patients et des familles qui sont soit eux atteints de cancer ou qui ont un antécédent familial de cancer. Et le but, c'est de voir est-ce que basé sur les informations personnelles et familiaux, est-ce qu'on pense qu'il y a peut-être un facteur héréditaire qui pourrait expliquer qu'est-ce qui se passe? Et si oui, on discute avec les patients, qu'est-ce que ça veut dire pour eux si, par exemple, ils sont porteurs, porteuses d'une changement génétique qui donne un plus haut risque, c'est quoi leur option basée sur ces types d'informations-là et c'est quoi les implications pour les autres membres de la famille aussi. Parfait, merci beaucoup pour ces explications. Et est-ce que tu peux aussi nous glisser un mot sur la différence entre une consultation pré-test versus une consultation post-test? Oui. Alors, ça dépend aussi l'indication. Alors, si, par exemple, il y a déjà une mutation ou changement génétique détecté dans une famille, on parle beaucoup plus précisément à propos de ce changement-là, ce gène-là, qu'est-ce que ça donne. Si s'il n'y a pas quelque chose déjà détecté dans une famille, on parle des informations un peu moins précises, un peu plus générales. Mais même si c'est général, on parle de qu'est-ce que ça pourrait donner comme information pour eux. On parle un peu des implications. Si on trouve ça, qu'est-ce que ça donne pour chacun et chaque individu, chaque patient. Et on prend beaucoup d'informations aussi. Alors, le but, c'est de leur poser des questions à propos de leur santé. S'ils sont diagnostiqués avec un cancer, quel type, quel traitement, juste pour donner une idée, ils sont rendus où. Et aussi, beaucoup de questions à propos de les membres d'une famille. Alors, c'est beaucoup d'informations ou de questions qu'on leur pose et un peu aussi des discussions, des implications de faire un test génétique. Euh, un, un rencontre post-test, c'est de discuter des résultats de test génétique si on fait un test et des implications de cela. Alors, même si un résultat est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que le risque, on ne peut jamais dire qu'un risque pour cancer est à zéro. Alors, il y a toujours des implications pour n'importe quel patient. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire pour les membres de la famille? N'importe quel type de résultat qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup pour ces explications très claires et détaillées. J'aimerais maintenant donner à chacune de nos panélistes l'occasion de nous parler un peu de leur histoire et de la façon dont la génétique a joué un rôle dans leur vie. Alors, Nathalie, je te laisse briser la glace.
Bon, ben bonjour. Moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire en 2018 de stade 2B. Quand on m'a diagnostiqué, ça a pris à peu près 1 mois. Ça a bien été. On m'a opéré fin juin. Et c'est là que la chirurgienne qui m'a opérée m'a dit, ben là, ça serait peut-être important parce qu'elle, elle savait que là, 25 ans, ma mère était décédée d'un cancer du sein. Et probablement que sa mère était décédée du cancer des ovaires dans les années 60. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de recherche génétique. Fait que quand elle a su un peu mon histoire familiale, elle nous a conseillé fortement. Elle a dit, toi, elle dit, il faudrait que tu te fasses dépister. Puis là, j'avais ma petite sœur aussi qui était à côté de moi. Puis elle a dit, toi aussi. Fait que quand on est revenu, j'ai commencé un traitement de chimio et c'est là que j'ai eu là, le dépistage et qu'on m'a annoncé que j'étais BRCA1. J'étais positive au BRCA1. C'est sûr que ça change une vie, ça chamboule une vie, mais à un moment donné, je me disais, ben garde, le BRCA1 m'a protégée pendant 52 ans. Là, il y a quelque chose qui est déficient. On va y travailler justement en ayant mes traitements, puis en travaillant fort aussi sur mon hygiène de vie. Fait que je me suis dit, peut-être que je peux l'aider à se réparer, puis le BRCA1 peut reprendre sa place aujourd'hui en me protégeant. Fait que c'est à peu près ça, là, au niveau de la génétique, comment ça a commencé. Mais chez nous, moi, je n'avais pas eu ni de l'oncologue, ni de la gynécologue, mais ce n'est pas les gynécologues, mais l'oncologue, puis le médecin qui faisait des recherches, nous autres, au niveau de la génétique par chez nous, n'a aucunement allumé par rapport à ça. Ils ne nous ont pas dit cancer des ovaires, il faut absolument faire des recherches. Non, c'est vraiment la chirurgienne en post-chirurgie, en pré-chirurgie qui a dit, vous autres, avec votre histoire familiale, il faut vraiment chercher. Même si on n'avait pas eu de preuves là, antérieurement que ma mère était BRCA1. Mais aujourd'hui, je pense que oui, fortement, elle devait l'être, BRCA1. Fait que c'est sûr que quand j'ai su aussi pour cette génétique-là, moi, dans ma tête, j'ai eu comme une petite sonnette d'alarme, mais une sonnette d'alarme paisible parce que je me disais, ben gars, ça va servir à ma famille à se protéger. Moi, je l'ai pris comme ça. Fait que moi, j'ai avisé mes enfants, j'ai avisé ma soeur, mon frère, j'ai avisé en tout cas tous ceux qui devaient être avisés de près ou de loin, même mon amie Ève. Fait que c'est là que ça l'a travaillé. Fait que c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup pour ton partage. Hélène, vas-y, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Ben moi, c'est ça. Suite à Nathalie qui est porteuse du BRCA1, mais là, il fallait que moi aussi, j'ai décidé moi aussi d'aller en génétique. On n'est pas obligé, c'est un choix qu'on fait. Je me vois encore, comme je l'avais écrit, je me vois encore le bras sur la table pour la prise de sang, puis je me dis, oh, pas tant. On reste là. Tu sais, j'étais encore hésitante. Bon, finalement, j'ai fait la prise de sang en décembre 2018. Puis en janvier 2019, ben là, ils m'ont dit que j'étais moi aussi porteuse du BRCA1. J'avais à ce moment-là 48 ans. Fait qu'ils m'ont dit, le médecin m'a dit, écoutez, Madame Dupont, il faut faire enlever vos ovaires. On ne peut pas vous laisser avec ça, c'est trop risqué. Fait que j'ai dit, c'est correct. Fait qu'on a enlevé mes ovaires en mars 2019. Puis 3 semaines après, on me rappelait pour me dire qu'on avait trouvé un début de cancer dans l'ovaire droite. Puis à ce moment-là, ils m'ont envoyé à Québec à me faire opérer pour tout faire enlever. Fait que moi, j'ai été vraiment là, bénie là, parce que des cancers des ovaires au stade 1, c'est très rare. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que la journée d'avant la chirurgie, avant qu'on m'enlève mes ovaires puis mes trompes, j'avais passé la prise de sang, la CA 125. Les marqueurs étaient tout à fait normaux et j'avais passé un écho pelvien qui était tout à fait normal. Ça fait que moi, là, si je n'avais pas eu la chirurgie, ben, je vivais 6 mois, on me refaisait les mêmes examens dans 6 mois, ce qui n'est même pas certain, selon la gynécologue, qu'on aurait trouvé quelque chose, mais qu'on aurait pu me retrouver dans un état autre que celle-là.
Fait que moi, je suis contente. Il y avait quelque chose qui commençait un petit peu sur l'ovaire, sur la trompe gauche. C'est ça qui a fait que j'ai dû passer par la chimiothérapie, la même chimio que Nathalie. Ils ne voulaient pas prendre de chance. Les médecins étaient comme, tu sais, on est dans la recherche aussi. Hein, les médecins étaient, certains m'en donnaient, d'autres ne me donnaient pas de chimio, mais au final, ils ont décidé que c'était mieux que j'en prenne. Ça que j'ai dit, écoutez, moi, je veux vivre. Hein, ça fait que... Puis juste pour vous dire en passant, c'est que la mère de ma mère n'a pas eu la chance d'être grand-mère. Ma mère a été grand-mère pendant 7 mois, puis après ça, elle a été emportée par son cancer. Je viens émotive, puis je ne veux pas tomber là-dedans. Puis nous, on va avoir la chance d'être grand-mère plus longtemps encore qu'eux autres. Fait que c'est ça la recherche. C'est ce que ça permet. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage, Hélène. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot prévivante est une personne qui a une prédisposition élevée à être diagnostiquée avec un cancer en raison d'une mutation génétique présente dans la famille. Ève, peux-tu nous parler un peu de ton expérience en tant que prévivante? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, c'est depuis l'âge de 30 ans, je me fais suivre en prévention par ma gynécologue puisque ma mère, ma tante et ma grand-mère étaient décédées d'un cancer de l'ovaire. Donc, je savais que je devais avoir génétiquement des prédispositions à contracter le cancer. Donc, depuis l'âge de 30 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans, je vais voir ma gynécologue avec écho pelvien annuellement et je me fais suivre comme ça, mais jamais elle m'avait parlé du test génétique. C'est mon amie Nathalie qui est vraiment particulier. Nathalie, elle a fait des petits avec tout ça. Lorsqu'elle m'a raconté son histoire, qu'elle était BRCA1, moi, sur le moment, ça a fait des lettres et un chiffre. Ça n'a pas, j'ai pas retenu ça tellement. C'est plus lorsqu'Hélène a été diagnostiquée et que là, ils ont trouvé le cancer déjà. Là, c'est venu vraiment avoir un impact et là, là je savais qu'est-ce qu'étaient les lettres et le chiffre. Puis je me suis dit, j'aurais intérêt à me faire visiter moi aussi. Et le diagnostic a tombé que j'étais positive moi aussi. Donc, ça m'a aidé d'avoir Nathalie et Hélène. Nathalie, ça fait plus de 30 ans qu'on est amis, donc une bonne amie. Là, donc, c'était. Puis Hélène aussi, ça m'a aidé beaucoup. Mais c'était différent quand même, puisque eux, le cancer était déjà présent, tandis que moi, c'était plus à titre préventif. Mais j'étais inquiète quand même parce que ça faisait 2 ans que j'étais dans un stress important dû à des facteurs familiales. Puis, j'avais perdu beaucoup de poids. Donc, le stress était là quand même. La peur qu'ils trouvent quelque chose était là. Donc, moi, c'était déjà dans mes plans. 50 ans, je me faisais enlever les ovaires et tout ça. En prévention, c'était déjà là avant de savoir que j'étais positive. Mais donc, ça a été facile pour moi là, de me rendre à la chirurgie préventive là, au niveau des ovaires. C'était pas. J'avais 49, mon plan de match était 50, donc ça a bien été. Et le soulagement a été parce qu'ils analysent tout ça là, dans les moindres petits détails, puisqu'on est BRCA1. Donc, ça a été analysé, il n'y avait rien là, de présent à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça là, qui m'a amené à passer le test génétique. Et est-ce que, comme tu l'expliquais, tu as subi les chirurgies préventives. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, les conversations que tu as eues avec les spécialistes et s'il y avait quelque chose qui t'a comme surpris avant, pendant ou après en termes de procédure ou les effets secondaires? Bien, c'est certain que quand tu reçois le diagnostic, il y a déjà moi, l'oncologue qui m'avait appelé pour m'annoncer que j'étais positive, il a été très solennel, très inquiétant même face à... Tu sais, je pense que, ou c'est peut-être moi aussi qui l'ai vu plus gros puisque j'étais plus fragile à ce moment-là psychologiquement, mais il s'enclenche plein de rendez-vous. Il s'enclenche aussi des rencontres où là, les médecins vont aller avec des pourcentages. Là, tu deviens un peu perdu, mêlé là-dedans. Tu fais tes propres recherches sur Internet. Moi, ce que j'ai trouvé,
c'est le manque d'accompagnement. C'est vraiment ce que je me rends compte. Les médecins, eux, vont parler leur langage, c'est facile, il y a des pourcentages, ils te sortent ça, là, mais toi, tu repars avec ça chez toi. Puis comment tu le gères, comment tu vois avec ça? Il n'y a jamais personne qui te demande comment tu prends ça, comment ça va. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Puis malgré ça, j'étais accompagnée par mon amie qui est Hélène. Donc, je pense que oui, c'est important de savoir c'est génétique, mais ça serait, moi, je pense que le côté accompagnement. Puis je dis pas peut-être qu'ailleurs, peut-être qu'avec Catherine, il y a un accompagnement, je ne sais pas. Mais moi, je vous raconte mon expérience à moi, qui est à partir de Rimouski. Donc, c'est ce que j'ai trouvé qu'il y avait manqué. Donc, tout l'aspect comme soutien psychosocial, psychologique, c'est vraiment ça qui manque dans ton expérience. Oui, parce qu'il garoche des choses, comme par exemple, quand c'est entré pour les seins, la prévention des seins, tu as 3 choix. Donc, c'est pas banal là, comme décision. Là. Mais je suis contente que tu parles de la chirurgie au niveau des seins parce que ma prochaine question était justement, tu sais, quand on a eu des conversations dans le passé, tu as mentionné l'expression faire le deuil face à son corps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta réflexion par rapport à ça? Oui, je veux juste vous raconter que c'est ça, moi j'ai fait les chirurgies préventives qui s'offraient à moi parce que j'avais quand j'ai fait les mammographies, s'en est suivi des échographies, s'en est suivi une biopsie. Moi, ça m'a emmené un stress immense. Puis, ça m'a emmené même un toc à toujours vérifier mes seins. Donc, c'était clair pour moi que, avec tout ce que j'avais lu et tout ça, que j'allais aller vers la chirurgie préventive pour les seins. Moi, ça a bien été mon deuil pour mon corps parce que j'ai 50 ans. Je suis chanceuse en ce sens que j'ai 50 ans, j'ai un conjoint depuis 35 ans qui m'accompagnait puis qui était ouvert à ce que je fasse ce qui était pour moi un choix. Puis, donc, j'ai fait le deuil, j'ai préparé mon corps avec la méditation en le remerciant. Mes seins m'ont permis de nourrir mes enfants, de leur donner le meilleur. Ils m'ont permis aussi de bien vivre avec tout ce qui était hormonal. Au niveau sexuel, ils m'ont apporté du plaisir. Donc, tout ça, je l'ai préparé avant la chirurgie, ce qui a probablement aidé à la récupération par la suite. Donc, c'est un deuil, mais je vous dirais que pour moi, dans mon cas, ça s'est bien passé. C'est une réflexion très intéressante parce que, ben justement, pour une femme qui vient d'être maman, l'expérience doit être complètement différente. Alors, merci beaucoup pour ton partage à ce niveau-là. Comme plusieurs femmes ici, ce fut un long périple pour Nathalie avant d'avoir le diagnostic du cancer de l'ovaire. Nathalie, peux-tu nous décrire ton parcours vers le diagnostic, les symptômes, les tests que tu as dû passer et la prise en charge? Oui. Moi, à un moment donné, je faisais du yoga, OK, en 2018, puis j'ai eu comme une petite douleur que je n'avais jamais eue au niveau abdominal. C'était une douleur inhabituelle. Ça m'a inquiétée. C'est sûr que j'étais aussi gonflée au niveau abdominal, mais en plus, j'étais en préménopause. Ça fait que là, on pouvait tout mélanger ça ensemble. Hein? Ça, des fois, là, c'est mal commode un petit peu. Mais quand j'ai eu cette inquiétude-là, je me suis tournée vers une de mes consoeurs, une infirmière, puis je lui ai dit ça. Elle a dit, Nathalie, elle a dit, on niaise pas ça. Fait que le lendemain matin, ça a quand même été rapide. J'ai vu chez nous à Matane une médecin interniste qui m'a fait passer un écho abdominal. Et elle a vu 2 kystes d'une grosseur assez, peut-être une pas loin de 10 cm, puis l'autre de 5 cm au niveau des ovaires. Suite à ça, là, j'étais inquiète parce que là, des doutes se confirmaient. Puis, je n'avais pas le temps de voir mon médecin de famille, mais je travaillais au niveau de la santé. Ça fait que j'ai pu en parler avec un chirurgien qui, à partir de là, m'a envoyé une consultation pour rencontrer une gynécologue en urgence. Ça l'a pris 1 mois.
Tu sais, ça a quand même bien été. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été pris en charge par le système de santé, même si on est en région. J'ai été pris rapidement. Puis quand ils m'ont fait faire le CA 125, j'étais à 300 quelque chose. Là. Je me souviens plus des petits... ça fait que quand j'ai rencontré la gynécologue, presque un mois, 3 semaines après, ben, elle m'a confirmé que j'avais un cancer des ovaires de stade 2B. Fait que suite à ça, elle a dit, on niaise pas ça, on envoie ça à Québec pour que vous ayez une chirurgie rapidement pour qu'ils nettoient tout et qu'ils vous enlèvent tout. Juste à noter, pendant ce temps-là, c'est sûr que là, c'était le choc du cancer des ovaires, mais je n'ai jamais pensé à mes seins. On va vous dire franchement, les seins, là, c'était secondaire. Fait que quand j'ai été pour ma chirurgie, ça a été la fin juin. J'ai été pour ma chirurgie. Le docteur, c'est le docteur Renaud qui m'a opéré, puis ainsi que ma soeur. Elle a dit, j'ai fait un beau ménage. Elle a dit, tout a été enlevé. Elle m'avait enlevé peut-être 19 ganglions. Tout était beau. Ça fait que ça a bien été. La chirurgie a quand même bien été, puis c'était correct. Sauf que c'est sûr qu'après, il a fallu que je fasse de la chimiothérapie. Fait que j'ai commencé 6 traitements de chimiothérapie pour finaliser le tout là, pour un bon nettoyage. C'est sûr que ça n'a pas été facile. À travers ça, ben, il y a eu l'annonce que j'étais BRCA1 là, positive. Puis je vais vous dire, tout ce temps-là, mes seins, je n'y pensais pas du tout. Hein? Je n'étais pas occupée par cette partie-là. Puis ensuite, quand j'ai eu presque 1 an de rémission. Mais au bout de cette année-là, j'ai eu une récidive. C'est le c'est le CA 125 qui a monté à 75. Il n'a pas monté haut, mais j'ai été suivie. Ça, c'est important, le suivi. On a aux 3 mois ou pendant 2 ans, puis après ça, aux 6 mois. Je pense que ça, c'est essentiel d'avoir un bon suivi. Fait que suite à cette récidive, je pourrais vous dire que là, j'ai eu ça m'a quasiment frappé plus fort que quand j'ai eu l'annonce du cancer. Parce que là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour qu'ils reviennent? Mais je n'ai pas posé la question très longtemps. Je me suis dit, bon, OK. Puis en plus, quand j'ai su que c'était une récidive, j'ai appelé en hémato-oncologie. Ils m'ont dit, là, on a des patients plus pressants que vous. Ça fait que ça va attendre un petit peu. Et là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, oh mon Dieu, hein? On le sait ce que c'est, vivre avec ce qu'on sait qui est dans notre corps et qu'on veut s'en débarrasser. Oh mon Dieu. Excusez. On ne voit plus. Ben là, attendez. Bon, OK. Je suis revenue. Oui. Ça va-tu? Oui, vous êtes revenue. On vous voit. Excusez-moi. Fait que c'est ça, quand la récidive est arrivée, ça m'a sonné fort. Là, étant donné que j'étais BRCA1, ben là, j'avais un autre traitement de chimio parce que quand on est BRCA1, ce que j'ai compris, c'est qu'on a des traitements plus ciblés. Hein, parce qu'on est, en tout cas, on est dans une catégorie spéciale parce que des fois, des cancers orphelins, ce n'est pas la même chose. Là. Ils ne savent pas trop quoi adapter, en tout cas au début. Fait que je me suis dit, bon, ben OK. Au bout de 3 semaines, ils m'ont rappelé, puis là, ils m'ont donné le rendez-vous. Là, j'étais contente parce que là, même si c'est 2 semaines, 3 semaines, ça nous paraît long là, quand on sait qu'il y a une récidive. Fait que suite à ça, on a commencé un autre chimio. Puis au bout de la 2e chimiothérapie, tout était revenu normal au niveau de mon CA 125. Ils m'ont passé un scan aussi parce que j'avais passé un scan pré. Puis je n'ai passé je pense, le 3e traitement de chimio. Puis j'avais comme une petite masse, là, puis tout était disparu. Fait que j'ai finalisé les 6 chimios parce que moi, dans ma tête, je me disais là, on va dire comme une amie d'Ovo-Dialogue, Ouda, disait, elle dit là, on fait un ménage complet. Là, on s'organise. S'il y avait des petites récidives, là, on essaye de les enlever. Puis, suite à ça aussi, j'ai modifié beaucoup de choses dans ma vie, dans mon hygiène de vie, méditation, qigong, nutrition. Puis, je vais vous dire, j'ai fait ça aussi par plaisir. Mais mon corps l'a apprécié. Puis aujourd'hui, ben là, ça fait 1 an et demi. Puis on termine le suivi de 3 mois, on commence le 6 mois, puis ça va bien, puis c'est positif.
Je suis contente d'entendre que c'est positif. Mm. Ben, tu en as parlé un petit peu au début, mais qu'est-ce qui t'a incité à passer le test génétique? Est-ce que tu peux nous parler un peu des conversations que tu as eues avec les spécialistes ou même avec tes proches ou les discussions que tu as eues avec toi-même pour savoir, tu sais, est-ce que je veux vraiment savoir si je suis BRCA1 positive? Alors, je te laisse Oui. partager un peu tes réflexions là-dessus. Ben, moi, quand j'ai su qu'il y avait une possibilité de génétique, là, j'ai eu aucun doute. Hein? Mhm. Je faisais la prise de sang parce que je pensais à ma soeur, à mon frère. Puis juste pour vous dire aussi, notre frère est BRCA1 positif aussi. Ça fait que, puis je pensais à mes enfants, je pensais à ma filleule, à mes nièces. Moi, là, ça me dit, bon, si on sait qu'on est BRCA1, tu sais, c'est pas juste l'épée Damoclès au-dessus de la tête, c'est aussi la prévention pour les autres. Hein? Moi, j'ai pas pu prévenir parce que je ne le savais pas, mais là, je le sais, puis ma famille le savent. C'est sûr que chacun fait le choix, mais moi, c'était important. Je me disais, regarde, mes enfants vont le savoir, mais puis c'était de façon positive. Je dis, regardez, là, ils vous protègent. Mais j'ai dit, c'est important que quand vous rencontrez un médecin ou peu importe qu'est-ce qui arrive, vous lui dites, bien, regarde, moi, dans ma famille, on a une histoire de BRCA1. Tu sais, moi, c'était dans ce sens-là. Je voulais qu'il se protège, puis qu'il aille comme un élément de suivi pour dire, tu sais, peut-être vers 30, 40 ans, un de mes garçons, parce que les garçons peuvent développer le cancer de la prostate, cancer du sein aussi. Ça fait que c'est des choses que, mais j'ai appris à vivre avec. Puis nos enfants, nos familles aussi, je pense qu'ils apprennent à vivre avec. Mon conjoint, mon Dieu, il a été merveilleux, il a été auprès de moi, puis, puis il ne m'a jamais questionné, es-tu sûr? Il ne m'a jamais questionné non plus au niveau des seins. Parce que quand mon amie Ève a décidé de faire la chirurgie préventive, moi, ça faisait un bout, dans ma tête, c'était clair, mes seins, je ne les touchais pas. Non, j'ai 58 ans, puis en tout cas, je me disais, regarde, ils ne sont pas obligés de tout partir puis de tout faire le free-for-all comme mes ovaires. Fait que c'est sûr que moi, dans ma tête et dans mon cœur, cette partie-là, je ne suis pas rendue là au niveau de mes seins. Puis, mais je passe mes mammographies à toutes les années, je passe des IRM des seins une à toutes les années, puis on alterne ça pour que la mammo soit dans le milieu de l'année, puis l'IRM dans l'autre milieu. CA 125, c'est aux 3 mois. Regarde, là, ces suivis-là, maintenant, je les ai apprivoisés. Hein? Là, je ne me dis plus, ils servent à détecter, je veux dire, ils servent à prévenir, puis ils m'aident. Je les prends comme dans ma boîte à outils. Parce qu'au début, je n'étais pas ça pantoute, hein, c'est sûr. Mais la méditation, comme je dis, le Qigong, puis le fait de croire en la vie puis en nos rêves, parce qu'on en a encore beaucoup, ben c'est ce qui a fait que on est ici aujourd'hui avec vous. Et on est très heureuse de vous avoir avec nous. Et Hélène, est-ce que toi, tu peux partager un peu ta réflexion par rapport à ça, les conversations que tu as eues avec tes proches, avec toi-même et peut-être avec les spécialistes aussi dans ton entourage? Oui, bien, par rapport à quand ça a été question de faire enlever les ovaires, il n'y avait comme pas vraiment de discussion à avoir là. Moi, ça ne me dérangeait pas. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé. La ménopause ne me faisait pas peur. On dirait que, je ne sais pas, il fallait que ça parte. Puis, tu sais, j'avais dit au médecin que le jour où il m'a annoncé que j'étais BRCA1, il dit là, Madame Dupont, il faut faire enlever vos ovaires. Moi, je peux y aller tout de suite si vous voulez. J'aurais même pas le temps de m'énerver. On était dans l'hôpital de Rimouski. Mais bon, c'est sûr que ça ne marche pas de même. Mais ça, moi, c'était clair. Après ça, je l'ai annoncé aux filles. Parce que moi, j'ai 2 enfants, une de 21, une fille de 21 ans, puis une de 24 ans. Puis, ben, c'est sûr que les filles, ça a un impact, eux autres aussi, sur leur vie. Hein? Ça a un impact c'est sûr. Fait qu'eux autres, ils ont décidé, les 2 filles, puis c'est vraiment leur décision à eux autres de ne pas aller en génétique tout de suite. Ils veulent faire leur famille avant. De toute façon, ils se disent, bon, grand-maman, ça l'a frappé à 48 ans, l'arrière-grand-mère à 48 ans, Nathalie, 52. 52, moi autour de 49. Fait qu'eux autres, les filles, là, ça les énerve pas pour l'instant. Mais dès qu'ils vont avoir fait leur famille, ils veulent le savoir. Parce que là, ils veulent se faire, ils veulent prévenir puis se faire dépister.
Moi, j'avoue que je passe un IRM comme Nathalie à tous les ans des seins. Puis ça, l'IRM des seins, il faut être porteur du BRCA1. Tu sais, si j'avais dit je veux un IRM, mais je ne veux pas savoir si je suis porteur du BRCA1, je n'aurais pas eu droit à cet examen-là. J'aurais juste eu droit à la mammographie. Oui, je vais passer les examens, puis que le téléphone sonne, puis ça marque confidentiel, j'ai toujours peur. Je réponds, puis je ne vous dirai pas que ça ne fait pas ça dans... J'étais inquiète. Hier, j'ai vu le numéro de la clinique médicale qui me rappelait pour me dire que la dernière mammographie était normale, mais tant qu'ils n'ont pas prononcé le mot et qu'ils ne le disent pas, ça m'inquiète. Mais je ne suis pas prête à faire enlever mes seins. Je me dis, s'il arrive quelque chose, ben coudonc. Là, j'ai fait enlever tous les deux. C'est sûr qu'ils ne m'enlèveront pas un morceau une année, puis 3 ans après, on enlève un autre morceau. Le jour où je serai atteinte d'un cancer au sein, si je suis atteinte d'un cancer du sein, ben, je ferai tout enlever. Puis moi, ben Ève, il y a une des ma tante qui est survivante, qui est BRCA1. Puis cette madame-là, je pense qu'elle est autour de 70 ans montant, je ne me rappelle pas, là, elle pourrait vous le confirmer. Puis elle a encore ses 2 seins, puis elle n'a pas développé de cancer. Fait que je me dis, il y a de l'espoir, parce que c'est sûr, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est toujours les gens pour qui ça a moins bien été qu'on entend parler. Les gens qui ont vécu avec le BRCA1 puis qui ont encore le sein, je suis sûre qu'il y en a quelque part. Là. C'est pas vrai que tout le monde se fait opérer puis c'est une grosse chirurgie avec un gros impact aussi. Fait en tout cas, moi, je suis pas dans ces zones-là. Là. C'est sûr, j'ai une autre raison qui fait que je veux pas aller là non plus, mais pour l'instant, moi... Fait que moi, ça m'a pas empêché de dormir. Je suis très terre à terre. Je peux pas dire que ça m'a... Mais je comprends qu'il y a des gens que ça peut être difficile pour eux autres. Puis c'est vrai que quand on passe ces examens-là, c'est toujours une petite inquiétude tant que le résultat ne rentre pas. Je ne dirais pas le contraire. Mais pour l'instant, je le vis bien. Est-ce que le jour où ils me feront une biopsie ou est-ce que je passerai par toutes les autres étapes, je ne dirais pas là, c'est assez. Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, je vis avec puis ça va bien. Là. Merci beaucoup. Et je pense que, comme tu dis, pour l'instant, on profite du moment présent et ça revient un peu aussi à ce que Nathalie disait, la méditation, de vraiment vivre le moment présent, en profiter. Alors, je suis contente que vous aviez comme partagé ces réflexions-là avec nous. Oui, excusez-moi, je voulais juste vous dire, oui. mon conjoint là-dedans, il me suit. Il dit, Hélène, il dit, moi, regarde, si tu veux faire enlever tes seins, c'est correct. Si tu veux pas, c'est correct. Tu sais, il veut pas. C'est une grosse décision. Tu peux pas prendre cette décision-là à la place de la personne. Tu peux juste dire que tu vas être aidant puis tu vas supporter la personne. Absolument. Et ça revient un peu à dire, c'est important d'avoir le soutien des proches. Un peu plus tôt, on parlait du soutien, plus professionnel, mais ça, c'est une partie de la chose, mais d'avoir du soutien des proches, la famille, des amis, c'est aussi un autre aspect clé de tout ça, je crois. Oui, oui. Puis c'est sûr, comme Ève a dit, c'est vrai que moi, après le diagnostic, je n'ai pas eu de support de personnes, de professionnels. On m'a pas dit, voulez-vous parler à une telle personne pour vous... Mais moi, personnellement, j'avais Nathalie, je sais pas, je raisonnais, j'avais pas ce besoin-là, moi. C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a pas été offert, clairement. J'aurais pu en avoir besoin, je n'aurais pas vraiment eu. Ce que j'ai eu comme aide, c'est qu'on me disait, bon, ben Hélène, tu peux t'inscrire à la clinique du sein si tu veux voir pour tes seins, ou tu peux aller sur Réseau Rose, il y a des gens, ou... C'est ça qu'on m'a dit. Alors, Catherine, une petite question pour toi. Quel type de gènes sont testés chez les patients atteints de cancer de l'ovaire et est-ce que ces gènes sont impliqués dans d'autres cancers? Alors, il y en a plusieurs. On parle souvent du BRCA1 et du BRCA2. C'est les deux qu'on voit les plus souvent et particulièrement parmi la population canadienne-française aussi. Alors, ces deux-là, certainement. Mais il y a d'autres gènes qui sont un peu plus rares et qu'on a détectés il y a moins longtemps, incluant, je ne veux pas rendre trop technique, mais il s'appelle le RAD51C et le RAD51D. Il y a un autre qui s'appelle le BRIP1. Et il y a aussi un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et ça peut donner une prédisposition pour cancer de l'ovaire. Mais c'est un autre sous-type qu'on voit moins souvent. Et quand vous m'avez
posé la question de si c'est associé avec d'autres sous-types de cancer. Les premiers que j'ai mentionnés, ça peut être aussi associé avec, souvent ça va ensemble, les cancers du sein aussi. Mais quand je parle de syndrome de Lynch, ceux-là sont associés plus avec cancer colorectal et cancer de l'endomètre aussi. Alors, qu'est-ce que nous, on fait en génétique? C'est quand on vous pose des questions à propos de l'antécédent familial et personnel, c'est de voir est-ce qu'il y aurait d'autres gènes qu'on devrait tester? Est-ce qu'il y a un antécédent familial qui se ressemble à certains gènes, certains syndromes qu'on devrait garder en tête et offrir comme test spécifiquement. Alors, principalement le BRCA1 et 2, mais ils ne sont pas les seuls. Parfait, merci. Et pour les gens qui écoutent à la maison, comment on peut se soumettre à un test génétique si on s'inquiète de nos antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a des critères? Quelle est la démarche à suivre? Alors, ça dépend de chaque centre. Chaque centre a des critères spécifiques. Alors, ils se ressemblent un peu. Je vous dis que c'est pas énormément différent de centre au centre, mais c'est sûr que ça peut être différent. Alors, l'important, c'est si vous êtes diagnostiqué avec un cancer, d'en parler avec votre oncologue ou votre chirurgien, de si vous êtes inquiète de vos risques basés sur l'antécédent familial ou personnel. Et pour ceux qui ne sont pas atteints, et c'est basé vraiment plus sur l'antécédent familial, c'est de parler avec leur médecin de famille et de leur demander d'envoyer une demande en génétique. Et qu'est-ce que nous, on fait? C'est chaque fois qu'on reçoit des demandes, on regarde toutes les informations que le médecin nous a fournies pour déterminer est-ce que ça, c'est basé sur nos critères. Est-ce qu'on pense que ça soit génétique ou est-ce que c'est plus du côté multifactoriel ou sporadique aussi, où on ne pense pas qu'il y a un lien héréditaire nécessairement. Et si on pense que le risque est bas, que ce soit héréditaire, malheureusement, on ne pourrait pas les voir. Mais pour les seuls où on pense que le risque est assez haut, c'est sûr qu'on leur met sur notre liste d'attente et où on leur envoie un questionnaire pour leur poser plus de questions à propos de cette histoire. Qu'est-ce qui serait important? Ça serait peut-être d'être sûr de demander à vos médecins de mentionner le plus de détails possible sur la demande pour qu'on puisse faire notre évaluation avec toutes les informations présentes. Alors, de ne pas juste mettre histoire familiale de cancer du sein parce que c'est pas la même chose pour chaque famille. Alors, les âges de diagnostic, est-ce que c'est les deux seins? Est-ce qu'il y a des membres d'une famille qui ont deux cancers primaires ou c'est pas juste les seins, mais aussi les ovaires? De un peu donner toutes les informations possibles pour que nous, on peut prendre notre décision informée et faire nos évaluations de risque ou de probabilité. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Hélène? Oui, c'est que moi, j'en avais parlé il y a une vingtaine d'années à mon médecin de famille. Est-ce que je pourrais passer des tests génétiques pour savoir si je suis porteuse du gène du cancer du sein? Parce que maman a fait un cancer à 48 ans, sa mère est décédée d'un cancer. Puis j'ai l'impression que ça peut être héréditaire. C'était avant sa ménopause, c'était pas, on n'avait pas de prise de sang, mais on avait des facteurs qui pouvaient nous dire que oui, peut-être ça pouvait être héréditaire. Puis la réponse de mon médecin de famille, c'est est-ce que tu es prête à te faire enlever les deux seins? J'ai dit non. Fait qu'elle me dit, ben comme ça, va pas là. C'est comme vivre avec un épée sur le dessus de la tête, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a des suivis, puis ils peuvent... on a des suivis, ce qui fait que dans le fond, moi ce que je pense, c'est que c'est un avantage de le savoir, parce qu'il y a plein de monde dans la population qui sont peut-être porteurs de gènes quelconques qui peuvent leur donner une maladie. Ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas prévenir, mais moi, j'aurais pu prévenir si je l'avais su à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment eu une réponse ordinaire. Probablement que ce médecin-là ne fera plus la même réponse à ses autres patients. Ouais. Je ne reproche rien parce qu'on n'était pas où ce qu'on en est aujourd'hui, mais ça avait été ordinaire comme réponse. J'avoue que c'est sûr que nous, on fait notre mieux aussi de
de contacter les médecins de famille, leur informer de l'importance ou de faire de l'éducation. Ça fait partie de notre rôle, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi. C'est sûr que il y a, des fois, on en manque et qu'il n'y a pas tous les médecins qui sont au courant de tout ce qui se passe au niveau génétique. C'est sûr, comme vous venez de mentionner, qu'avec du temps, et c'est sûr, d'ici il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes informations. Même les médecins de famille, même s'ils ne sont pas spécialistes, la plupart sont au moins au courant du BRCA1, BRCA2 maintenant. Il y a beaucoup qui s'est passé avec Angelina Jolie, par exemple, où il y a beaucoup de discussions qui sont passées après qu'elle a un peu parlé de ce qui s'est passé pour elle. Alors, c'est pas, on veut pas entendre ce type d'histoire-là, mais ça veut pas dire que ça arrive pas. Et on fait notre mieux, mais si vous êtes vraiment suspicieux et vous pensez que votre médecin de famille le supporte pas, vous pouvez toujours nous contacter directement. On ne peut pas prendre les demandes sans un médecin, mais on pourrait en discuter avec vous par téléphone pour vous dire oui, peut-être ça vaut la peine de vraiment pousser ou peut-être non, l'histoire c'est pas vraiment évocatrice de quelque chose de génétique. Alors, des fois, ça, si vous êtes vraiment curieuse ou vraiment anxieuse ou suspicieux d'un cause héréditaire et que vous voyez que votre médecin de famille le supporte pas, vous pouvez toujours essayer de cette manière-là aussi. Et je pense que, comme Catherine l'a mentionné, ça démontre à quel point la recherche est avancée, à quel point que nos connaissances se sont approfondies depuis les 20-30 dernières années. Ben, écoute, là, je vais revenir. Oui, oui, vas-y. Ceci dit, c'est encore mon médecin de famille, puis je comprends très bien qu'il y a 20 ans, les connaissances n'étaient pas où on est aujourd'hui, puis je l'apprécie encore beaucoup. Mais je voulais juste dire que des fois, puis j'ai rencontré un autre médecin par rapport en sans rendez-vous, puis elle m'a sauté dessus quand elle a su que j'étais BRCA1 parce qu'elle avait plein de suivis, puis elle ne savait pas trop quoi faire avec eux autres, puis elle me posait un paquet de questions. Fait que l'intérêt est là maintenant, de la part de nos médecins. Là. Je voulais pas... c'est l'intérêt. Non, mais nos connaissances, ça change. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, Ève, je reviens à toi. En tant que prévivante, est-ce qu'il y a des ressources ou des communautés que tu aimerais qu'on développe qui seraient peut-être utiles pour toi ou pour d'autres personnes qui sont dans ta même situation? Oui. Bien, juste avant, j'aimerais ça rajouter quelque chose qu'Hélène a dit concernant ma tante. Moi, je ne savais pas que ma mère était BRCA1, mais grâce à ma tante, parce que ma mère était triplette. Et sur les triplettes, il ne reste qu'une survivante. Donc, grâce à cette survivante-là, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a accepté de faire le test génétique. En fait, elle a des enfants aussi, donc elle le fait aussi pour ses enfants. Mais ça m'a permis de savoir que les triplettes étaient porteuses, toutes les trois du BRCA1. Et ma tante est décédée, elle avait 52 ans. Ma mère est décédée, elle avait 56 ans. Et aujourd'hui, ma tante, elle, lorsque ses sœurs sont décédées, elle a fait enlever ses ovaires. Et il n'y avait pas de test génétique à ce moment-là. Donc, elle a fait le test et c'était positif. Donc, grâce à ma tante, je sais aujourd'hui que ma famille est porteuse de BRCA1, mais aussi il y a du BRCA2 dans la famille. Donc, puis c'est sain, là, étant donné qu'elle est positive, là, il y a vraiment un suivi très serré qui se met en place. Concernant ta question, Rima, moi, personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, le manque de suivi. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que le cancer n'était pas déjà là. Comment on peut être stressé de quelque chose qu'on n'est pas malade et il t'offre d'enlever des morceaux. Bon, je vous l'ai dit, les ovaires et tout ça, c'était correct, mais les seins, là, c'était un autre paire de manches. Donc, étant donné que moi, ça a bien été, tout a bien été après les opérations. J'ai offert de l'aide à l'infirmière de Rimouski. Je lui ai dit, si jamais tu as quelqu'un qui veut parler, qui est positif et qui aimerait parler,
ben, je suis disponible, tu peux donner mon nom et mes coordonnées. Et ça s'est passé l'été passé. Donc, je suis marraine maintenant d'une jeune femme de 41 ans. Puis, je sais que parce que je suis là, ça l'aide énormément. Mhm. Par contre, je l'aide, mais en même temps, elle a une situation différente de la mienne. Elle a 41 ans, elle est maman d'une petite fille de 4 ans et d'un petit bonhomme qu'elle allait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse, d'anxiété chez elle. Parfois, je me sens comme, j'aimerais tellement faire plus, mais puis c'est la même réflexion qu'elle a, c'est elle n'a pas de suivi aussi psychologique. Il n'y a rien qui lui a été offert. Donc, je peux l'aider, c'est certain, ça l'aide, mais je pense qu'il y a vraiment intérêt chez les prévivantes à instaurer de l'aide. Puis peut-être même pour les gens aussi là, qui ont déjà le cancer. Mais j'écoutais Nathalie et Hélène tout à l'heure parler, puis quand tu as déjà la maladie, j'ai l'impression que toutes les énergies sont faites pour guérir. Tout, tout, tout est là. Tandis que quand tu n'as pas déjà la maladie, là, il y a la peur de. Donc, je pense que vraiment, puis je trouvais ça intéressant que les marraines fassent son chemin, fassent des petits. Parce que, ben, tu sais, comme peut-être ma filleule, si elle avait une femme de la même âge qu'elle qui aurait passé par là, ça pourrait encore plus l'aider que moi qui aujourd'hui 50 ans, mes seins, c'est correct, je n'allais pas et tout ça, mes enfants sont grands. Ça vient comme changer, ça vient faire une différence. Je vais juste rajouter aussi, euh, concernant les seins, c'est sûr que c'est souvent la décision la plus importante. Euh, Moi, je vous dirais, les garder, c'est parfait. Les faire écouter votre instinct, votre petite voix intérieure. C'est vraiment elle qui vient vous dire la bonne chose à faire. Puis, c'est mon message que j'aimerais passer aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai décidé de le faire, mais c'est pas parce que quelqu'un décide de le faire que c'est ce qu'il faut faire. Mais allez avec ce que vous êtes bien. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Eve, pour ces beaux mots. Je pense que c'est important, juste parce qu'une personne prend une telle décision, ça ne signifie pas que c'est la bonne décision, que c'est la décision pour tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion-là avec nous. Alors, Catherine, suite à tous les partages, à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux ou est-ce qu'il y a un message que tu aimerais dire soit à nos panélistes ou aux gens qui nous écoutent à la maison? Je dirais que, comme tout le monde disait, chaque personne, chaque individu qui vit cette expérience, c'est complètement différent. Il y a des facteurs tellement spécifiques à chaque individu, soit est-ce que ils sont diagnostiqués avec un cancer ou non? Est-ce qu'ils ont des facteurs ou le support psychosocial, ils sont rendus où dans leur vie, ils ont quel âge? Il y a tellement de facteurs tellement spécifiques qui peuvent faire des impacts sur leurs décisions personnelles, de soit s'ils veulent faire le test, s'ils veulent, comment les résultats leur impacterait, qu'est-ce qu'ils feraient avec ces informations-là, des dépistages, des chirurgies. Il y a tellement de facteurs spécifiques à chaque individu que il n'y a pas une seule réponse, une seule façon de faire. Et c'est ça l'importance. Et c'est ça, comme conseillère en génétique, nous, on essaie de investiguer ou de parler avec chaque patient, de voir qu'est-ce qui serait important pour eux et de leur offrir un support, n'importe quelle décision qu'ils prennent. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui est important aussi je pense que Eve l'a mentionné beaucoup, c'est que c'est sûr que ce support-là n'est pas présent partout et je pense que ça serait important de trouver une manière
d'offrir ce support-là à des prévivants, à des personnes atteintes de cancer ou à n'importe quel étage, parce que oui, comme professionnel de la santé, on fait beaucoup on pense beaucoup plus du côté médical, les traitements. C'est ça mais c'est pas la seule chose qui est importante. Alors, soit est-ce que c'est des communautés, est-ce que c'est le jumelage avec quelqu'un du même âge ou qui sont dans les mêmes types de situations. Euh, euh, je pense qu'on devrait faire plus d'efforts d'être sûr que nos patients sont supportés de façon importante. Merci beaucoup, Catherine. Et vous, Ève, Nathalie, Hélène, un mot de la fin avant de passer à la période de questions? Oui. Moi, je voudrais juste dire, en tout cas à toutes les femmes, qu'on est unique. Comme disait le docteur Catherine, là, chaque cas est unique. On est des personnes uniques. Ça fait que se comparer à d'autres cas, ça, moi, là, dans mon cheminement, là, oui, quand il parlait des statistiques, là, c'est une chose qui sert aux scientifiques. Mais moi, ça ne m'a jamais servi, les statistiques. Moi, quand je regardais ça, j'étais quasiment découragée à chaque fois. À un moment donné, je me suis dit non, là, c'est assez. Je ne suis pas une statistique. Je suis une personne qui était en train de se battre contre un cancer, qui présentement est en guérison, parce que moi, je me considère en guérison. D'autres vont dire en rémission. Moi, ça fait plus joli guérison. Fait que je l'ai adopté. Fait que c'est ça que je veux dire aux femmes. Puis quand on est dans le médical, quand on est dans la recherche, des fois, là, on est concentré sur ce médical, on est concentré sur cette recherche, qui vivent chaque étape, qui la vivent pleinement, puis après, on passe à autre chose. Puis qui allent avec ce qu'elles sont, puis il y a beaucoup d'énergie, puis il y a beaucoup de force en chacun de nous. Fait que bon rétablissement et bonne guérison. Merci beaucoup pour ces beaux mots. Je pense que ça finit bien le panel. Je vais y aller pour les questions parce qu'on en a quand même pas mal. Donc, il nous reste environ 10 minutes pour les questions. Alors, j'y vais. Une question pour Catherine. Est-ce que les tests génétiques peuvent être faits en privé sans référence ou si cela prend une référence médicale? Je pense que tu l'as abordé, mais peut-être juste éclairer ça un peu. Oui, ça peut être fait au privé, c'est sûr. Quand on parle de privé, par contre, je ne parle pas du 23andMe ou du Ancestry. C'est pas c'est pas les mêmes laboratoires qui ont les mêmes standards que nous au niveau de tests ou de tests génétiques. Mais oui, il y a des laboratoires qui offrent des tests directement aux patients. Je vous encourage de faire vos propres recherches. Malheureusement, comme conseillère en génétique, je ne sais pas à quel point c'est approprié de recommander certains laboratoires, mais oui, ça peut se faire au privé. Souvent, je vois que ça peut être, dépendant de quel laboratoire, entre 200 et 500 $. C'est à peu près. Merci. Encore une autre question pour Catherine. Est-ce possible que je sois la première génération qui aurait un gène relié au cancer de l'ovaire? En théorie, oui. En pratique, souvent, non, avec les gènes qui sont associés avec une prédisposition de cancer de l'ovaire. Par contre, il y a beaucoup de gènes où tous les gènes qui donnent une prédisposition pour développer un cancer, la probabilité n'est pas 100%. Alors, ça ne veut pas dire que même si vous avez ce changement génétique-là, que on va le développer. Alors, il pourrait y avoir des générations de femmes qui sont porteuses de cette mutation-là, qui n'ont jamais développé un cancer de l'ovaire. L'autre chose, c'est que si on a une famille avec beaucoup d'hommes et qui n'ont pas des ovaires, ça peut être comme masquer le fait qu'il y a ce changement génétique-là dans une famille. Et l'autre chose aussi, c'est que
il y a une génération, 2 générations, 3 générations, on n'était pas au courant de tout non plus. Le partage d'informations n'était pas la même chose non plus entre générations. Alors, des fois, oui, il pourrait être avaient eu des diagnostics de l'ovaire et nous, on n'est pas au courant. Peut-être où notre grand-mère, par exemple, avait un cancer, mais c'était généralisé une fois que c'est détecté et on n'était pas au courant c'était où le cancer primaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui, même si vous êtes la première personne dans une famille, qui a le cancer de l'ovaire à votre connaissance, c'est pas nécessairement que vous êtes la première dans votre famille qui aurait eu une prédisposition s'il y a un facteur héréditaire. Alors, il y a beaucoup de petits facteurs et c'est un peu notre but aussi de tout évaluer quand on voit nos patients aussi. Je vais faire du pouce sur cette question parce que tu l'as abordé un peu. Lorsqu'on examine les antécédents familiaux, est-ce qu'on doit prêter attention aux deux côtés de l'arbre généalogique ou c'est seulement du côté de la mère? Oui, alors c'est très important comme question. Alors, quand on pense à nos seins ou à nos ovaires, c'est naturel de penser que ces types d'informations génétiques-là viennent seulement du côté maternel, mais ce n'est pas le cas. Notre information génétique, c'est 50% notre père et 50% notre mère. Et alors, quand on pense du BRCA1 ou du BRCA2, par exemple, on a 2 copies de chaque gène, incluant le BRCA1 ou le BRCA2. Alors, s'il y a une copie qui ne fonctionne pas comme il faut ou qui a ce changement génétique-là, il y a une chance sur 2 que vous héritez soit cette copie-là ou cette copie-là. Et votre père peut se ressembler comme ça et votre mère aussi. Alors, votre père a ces deux copies du BRCA1, du BRCA2, même si eux, ils n'ont pas d'ovaire ou ils ont du tissu pour les seins, mais pas la même. Alors, oui. Alors, s'il y a un antécédent important du côté paternel, c'est important de garder ça en tête aussi. Et quand j'ai mentionné de le masquer, des fois, on est moins au courant de l'antécédent familial familial de cancer si ça vient du côté paternel, parce que peut-être papa, lui, est porteur, mais lui, il n'a jamais développé un cancer parce que ça ne donne pas un aussi haut risque pour lui. Merci beaucoup. Alors là, c'est une question un peu générale. On a eu plusieurs questions sur l'assurance vie. Je ne sais pas si vous auriez des réponses par rapport à ça, mais pourriez-vous nous parler de l'implication de l'assurance vie? Nous avons eu des messages contradictoires à cet égard. Est-ce que vous avez des commentaires ou des expériences à nous conter par rapport à ça? Ben moi, j'en avais parlé au docteur à Québec qui nous a opéré, moi puis Nathalie, par rapport à l'assurance vie, puis par rapport au fait que quand on le mentionne à nos enfants, ces enfants-là, ils commencent dans la vie, là, s'ils veulent s'acheter une maison, mettre une assurance, oui, comment ça, assurance invalidité sur la maison, assurance vie parce qu'ils vont avoir des enfants, parce que, bon, pour toutes les raisons qu'on connaît. Ce qu'on me dit, c'est que normalement, ils ne sont pas supposés se servir de ça maintenant pour refuser d'assurer quelqu'un. Fait que moi, j'ai posé la question, oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on va être dans les mêmes prix pour s'assurer? Moi, j'ai mon assurance, fait que moi, ça ne cause pas de problème. J'ai dit, est-ce que ça va être dans les mêmes prix pour les enfants porteurs de BRCA1, des assurés, comme mes filles qui commencent dans la vie? Et ça, on ne le sait pas. Fait que, normalement, ils ne sont pas supposés refuser de nous assurer parce qu'on est BRCA1. Quand tu regardes ça du côté des assureurs, c'est quasiment moins inquiétant d'assurer un BRCA1 qui va se faire suivre et qui va se faire prendre à temps que d'assurer quelqu'un que tu ne sais pas trop là. Tu sais. Ça dépend comment ils voient ça, mais normalement, maintenant, puis il y avait un article, je ne me rappelle juste pas là-dessus, qui dit qu'ils n'ont pas le droit de refuser de nous assurer. Maintenant, est-ce qu'ils jouent sur les primes d'assurance? Je sais pas. Alors, juste pour noter un peu, en 2017, il y a quelque chose qui est passé au Québec. En anglais, c'est le Genetic Non-Discrimination Act ou le Bill S-201, qui dit que les compagnies d'assurance n'ont pas le droit de demander
pour les résultats de tests génétiques et ils n'ont pas le droit de vous faire passer un test génétique non plus. Par contre, les compagnies d'assurance vont souvent demander à propos de l'antécédent personnel ou familial de cancer. Alors, s'il y a des diagnostics de cancer dans une famille, ils vont probablement prendre ça en considération quand ils décident les primes ou de si ils peuvent vous offrir de l'assurance ou non. Je dis à mes patients souvent de prendre les assurances le plus tôt possible dans votre vie, si possible. Tout le monde est différent, j'avoue. Mais parce que si on entend plus longtemps, des fois, on va avoir plus de diagnostics dans une famille et ça peut changer les primes un peu pour les assurances. Merci beaucoup. Une autre question pour Catherine. Que dois-je m'attendre à ma première consultation génétique? Est-ce que vous avez des conseils ou des questions à me suggérer à demander? Alors, le but, la première fois, c'est de vous poser beaucoup de questions. La première moitié du rendez-vous, c'est vraiment de voir, comme j'ai mentionné, votre antécédent personnel, familial, un peu de cancer, mais de santé de façon générale aussi. Et après ça, on vous donne un peu de l'information, peut-être un peu plus général ou plus précis, dépendant de s'il y a déjà quelque chose détecté dans votre famille. Les types de questions que vous pouvez demander, c'est plus d'avoir des discussions de qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Si on trouve quelque chose, est-ce que vous avez pensé déjà à qu'est-ce que vous feriez au niveau de soit dépistage ou les options de chirurgie, peut-être de prendre cette opportunité-là, de parler avec le conseiller en génétique pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire pour vous. Et demandez n'importe quoi qui vous inquiète. Ça, c'est l'important. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le poser. On est là pour vous, justement. C'est parce que on a beaucoup d'informations qu'on peut vous donner, mais l'important, souvent, on commence nos sessions par demander, est-ce que vous venez ici avec des questions en particulier ou des sujets, vous voulez être sûr qu'on ne passe pas à travers, parce que on est là pour vous. Alors, en gros, n'importe quelle question que vous avez. Parfait. Je vais prendre encore une ou deux questions. Alors, une autre pour Catherine. Est-ce que le RAD 51D peut avoir des influences sur un cancer des seins? Ça, c'est comme j'ai mentionné, on a moins de données à propos de ces gènes-là, les RAD et le BRIP aussi. Mais il paraît que oui, il paraît que le risque peut être un peu plus élevé pour un certain sous-type de cancer du sein qu'on appelle le triple négatif. Alors, c'est difficile à dire pour le suivi présentement, c'est en flux les données. Souvent avec nos patients avec des mutations dans ces gènes-là, on pense un peu plus à l'antécédent familial. Est-ce qu'il y a beaucoup de cancers du sein dans cette famille-là? Alors, c'est basé sur ces informations-là qu'on suggère un certain suivi ou un certain dépistage, plus que la mutation telle qu'elle. Merci. J'entame avec la dernière question que je vais prendre aujourd'hui parce que le temps file. Encore pour Catherine. Est-ce que le test génétique donne des infos sur tous les gènes qui sont des prédispositions à tous les types de cancers et d'autres problématiques ou juste sur un type de gène ou un type de cancer? Alors, c'est vraiment basé sur les informations que
nous donner. Est-ce que si, par exemple, on voit un antécédent familial important de cancer colorectal, on ajouterait d'autres types de gènes qu'on sait soient associés avec ces types de cancers-là? Est-ce que on voit des mélanomes? Est-ce qu'on voit des pancréas? Est-ce qu'on voit... Alors, on fait des tests précis basés sur les informations données. On ne veut pas commencer à faire des tests pour une centaine de gènes. Le risque est le plus de gènes qu'on fait comme test, on augmente le risque de trouver un changement génétique où c'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire. Ou on pourrait trouver un changement important dans un gène où le risque de cancer n'est pas bien établi non plus. Alors, on n'aurait pas de recommandations spécifiques à donner dans ces situations-là. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on aime mieux faire, c'est de tester basé sur les antécédents et dans les gènes où on aurait des recommandations ou des options, des choses à faire. Alors, au lieu de faire n'importe où dans l'ADN. Merci beaucoup, Catherine. Donc, malheureusement, notre temps ensemble est écoulé pour aujourd'hui. D'ailleurs, juste vous dire qu'on vous envoie beaucoup d'amour dans le chat. Alors, je tiens à remercier vraiment sincèrement tous les panélistes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Des histoires comme la vôtre éclairent le travail de Cancer de l'ovaire Canada. Ça nous aide à avancer mieux ensemble. Merci d'avoir eu le courage de partager vos histoires avec nous aujourd'hui. Pour ceux et celles qui écoutent de la maison, merci d'avoir assisté à cette séance. Il m'a fait vraiment plaisir d'avoir pu animer ce panel pour vous.